Les sages-femmes sont célébrées aujourd'hui. Elles ont été sensibilisées à une prise de conscience en vue de mieux s'impliquer dans leur rôle qui est d'aider à donner la vie. Les agriculteurs pourront faire de bonnes récoltes cette année. La SODEXAM prévoit une pluviométrie élevée. Les agriculteurs devront miser sur les cultures à cycle court. Et puis la catastrophe de Furiani, il est 20h23 le mardi 5 mai 1992 lorsque la partie haute de la tribune provisoire du stade Armand Césari bascule et s'effondre sur elle-même, entraînant avec elle plus de 2000 personnes et les nombreux journalistes qui avaient été installés. 18 personnes sont tuées. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo est arrivé aujourd'hui à Abidjan pour une visite de travail et d'amitié de 72 heures. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président Ouattara. Les deux hommes vont évoquer la coopération entre leurs deux pays, les relations économiques et commerciales. La SODEXAM annonce une forte pluviométrie jusqu'à la fin de ce mois de mai dans les zones sud, centre et nord du pays. Les agriculteurs sont appelés à privilégier les cultures à cycle court, une saison culturelle qui va prendre fin en mi-juillet. Le reportage de Éric Goré. L'information climatique aide les populations à gérer les risques associés à accroître les potentialités d'adaptation à leurs différentes activités telles que l'agriculture, l'urbanisme, la gestion des ressources en énergie et en eau, le transport, le tourisme ainsi que l'exploitation d'infrastructures. Cependant, certaines populations n'accordent pas d'importance à la météo. La météo, là, on ne sait pas comment ils calculent pour dire la météo parce que nous, tout ça nous étonne. Parce que quand tu dis pleut pas, tu te balades, tu dis bon, il n'y aura pas la pluie, et en fait, quand il sort, il y a la pluie. Donc on ne peut pas savoir. En tout cas, ça nous trompe nous tous. La météo, là, c'est les hommes qui ont inventé ces idées. Sinon, le vrai temps même appartient à Dieu. C'est Dieu qui peut déterminer tel jour, il va pleuvoir, tel jour, il ne va pas pleuvoir. D'autres personnes, par contre, pensent que les résultats fournis par la météorologie sont fiables à plus de 50%. Je crois à la météo. Selon moi, je pourrais dire 80% les résultats sont fiables en Côte d'Ivoire. La météo, je pense qu'elle est essentielle par rapport à nos programmations, par rapport à nos sorties et tout ça là. Voilà, ça nous permet de nous situer. Voilà, si on doit sortir, si on ne doit pas sortir, voilà. C'est pour permettre aux populations d'être au même niveau d'information que la SODEXAM a rencontré la presse pour expliquer le bien fondé des prévisions météorologiques. Au niveau du climat, tous les pays, toute l'atmosphère est interconnectée. Donc, première étape, il y a un forum régional qui se tient pour toute l'Afrique de l'Ouest, avec tous les experts des pays qui arrivent, qui font des simulations de la zone Afrique de l'Ouest, en tenant compte vraiment des phénomènes El Niño, des phénomènes thermodynamiques, etc. Et il y a une première tendance qui sort. Chaque pays récupère cette tendance-là et essaie de l'adapter à sa région. Le cumul pluviométrique change d'une zone à une autre. La période de mars à mai 2017 enregistre 566 mm d'eau sur le littoral et prévoit 870 mm d'eau d'avril à juin, inférieur à 211 mm d'eau de mars à mai dans la partie nord du pays et prévoit 322 mm d'eau d'avril à juin, toujours dans la partie nord de la Côte d'Ivoire. La filière coton traverse une période de turbulence à Boaké en cause l'insuffisance de matières premières et de filatures. Plus de 10 000 emplois sont ainsi menacés. Pour sauver ces emplois, la Fédération plaide pour un décret d'interdiction de l'exportation de la fibre et de la graine de coton. L'on annonce un taux d'exportation de plus de 65% de la graine de coton produite en Côte d'Ivoire vers les pays limitrophes. Walter Amadou Ouattara. À Boaké, les travailleurs de la filière coton sont dans la tourmente à cause du manque d'approvisionnement en matières premières des usines de trituration et de filature. Conséquence, le chômage technique et les licenciements collectifs sont à l'ordre du jour. C'est pour solliciter l'aide du gouvernement ivoirien que la Fédération nationale des travailleurs du textile, du coton et de l'ANACAD de Côte d'Ivoire a tenu une conférence de presse à Boaké. La FENACT-TECASI demande à l'État, entre autres, l'interdiction de la vente de fibres et de la graine de coton à l'étranger, à l'instar des pays comme le Mali et le Burkina Faso.
la mise en place d'un fonds de garantie pour les sociétés nationales en difficulté afin de faciliter l'achat de la matière première aux égreneurs. Créée en 2013, la Fédération nationale des travailleurs du textile, du coton et de l'anacade de Côte d'Ivoire compte 15 structures affiliées et totalise plus de 10 000 membres. Cette fédération dit être prête à rencontrer tous les partenaires techniques et sociaux ainsi que les décideurs afin qu'une solution soit trouvée pour sauver leur secteur d'activité. Et puis les populations de Tongon bénéficient des retombées de l'exploitation de la mine d'or de la localité exploitée par une société minière. Dans cette partie du nord du pays, des investissements ont été faits dans l'éducation, l'approvisionnement en eau potable, la santé. Coût des réalisations, plus de 90 millions de francs CFA. Sachez que la contribution de Tongon à l'économie ivoirienne est chiffrée à plus de 541 milliards de francs CFA. En plus de cette école maternelle tout équipée et de cette salle informatique avec connexion Wi-Fi, sera inauguré dans 3 mois un terrain pour l'initiation des écoliers de Tongon Village au golf. Coût global de ces équipements, plus de 90 millions de francs CFA, dont de la société d'exploitation minière de Tongon. Il ne s'agit pas ici simplement de promouvoir un sport, mais c'est de permettre aussi aux enfants d'avoir accès à l'éducation. Cet investissement que nous avons fait aujourd'hui donne la possibilité d'avoir plus de 2000 enfants scolarisés dans la région. La société Randgold Resources et la mine de Tongon ont à ce jour construit 53 classes dans la région. Action de citoyenneté, ce don d'infrastructures, aussi l'expression de la bonne santé de l'entreprise minière de Tongon. En 2016, poursuit son patron, Randgold Resources a découvert 25 millions d'onces de minerais à Mankono et Bundiali et d'ajouter que sa société a obtenu 2 permis d'exploitation additionnels. Marc Bristow indique que la mine de Tongon va produire à compter de 2017, et ce pour 3 ans, 290 000 onces d'or par an. La mine d'or de Tongon contribue pour 542 milliards à l'économie nationale et investit par an 4 milliards de francs CFA dans les infrastructures communautaires. La société, toujours selon ses dirigeants, va poursuivre ses efforts avec à la clé le renforcement de la culture d'entreprise, d'où cette rencontre sportive entre employés et dirigeants de la mine d'or de Tongon. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la sage-femme. Ce métier comporte de multiples facettes. Les donneuses de vie n'ont pas toujours bonne presse. L'état du système et les dérives des sages-femmes sont pointés du doigt. Des dérives qui ont souvent coûté la vie à de nombreuses femmes. Pourtant, la richesse de ce métier est perceptible et les compétences ne manquent pas. Sage-femme, mère, famille, partenaire pour la vie, le thème de cette journée mondiale. Hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, encore de chez nous, en France, plutôt, l'élection présidentielle, c'est dans 2 jours. Une élection qui ne concerne pas les réfugiés, mais elle figure souvent en toile de fond des thèmes de campagne des 2 candidats. Quel regard portent les réfugiés sur cette élection? L'un de nos confrères de l'AFP a rencontré quelques-uns. Week-end de l'entre-deux-tours. Des associations organisent la présidentielle des exilés dans ce petit local de banlieue parisienne. Exposition de dessins, barbecue et surtout musique. Avant de venir faire la fête, les réfugiés avaient eu droit à une rapide présentation de l'élection présidentielle par une étudiante de Sciences Po. Un cours dispensé avant le premier tour et donc avant la qualification de Marine Le Pen. On a fait beaucoup de blagues au début parce qu'on ne pensait pas vraiment que ça se passerait comme ça. Et voilà, on voit que nos blagues en fait elles deviennent plus drôles du tout et que ça les impacte directement et ils ont aucun mot à dire. Mais si aucun des réfugiés n'a le droit de voter à cette élection, beaucoup ont déjà entendu parler du programme de la candidate du Front National et ne cachent pas leur désarroi et surtout leurs inquiétudes. Elle va renvoyer tout le monde de France vers son pays d'origine. Donc c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour nous. Elle ne pourra pas appliquer tous ces programmes, à mon avis, mais j'ai des petites inquiétudes quand même, vu qu'elle a son programme,
c'est trop focalisé sur les étrangers, sur l'islam. Le lycée désaffecté Jean Carré à Paris. Dans cet ancien squat de migrants transformé en centre d'hébergement, on essaie là aussi de donner quelques clés sur la présidentielle. Voilà. Et il y a des deux candidats pour le final. Macron. Marie Le Pen. Exactement. Pas facile toutefois de mobiliser une population plus préoccupée de trouver des papiers que de se passionner pour la politique. Animateur au centre, Kelvin, lui-même étranger, veut quand même les mettre en garde contre les conséquences d'une élection de Marine Le Pen. Ce qui se passera en France va affecter des pays en Afrique, en Asie, vous savez. Donc pour moi, je pense qu'il ne faut pas qu'elle gagne, si l'on veut préserver l'essence même de ce qui fait la France. Moi, je n'ai pas la nationalité française, donc je ne peux pas voter. Je vais juste attendre pour savoir qui sera notre président. Des étrangers qui prennent la défense d'un pays qui n'est pas le leur, jusqu'à s'approprier son futur président. C'est tout le paradoxe de ces non-électeurs, davantage intégrés que certains veulent bien le. Une Égyptienne qualifiée de plus grosse femme du monde il y a quelques semaines encore pour ses 500 kilos a été hospitalisée hier à Abu Dhabi où elle poursuivra son traitement après avoir été opérée en Inde. Elle ne pèse plus que 176 kilos. La jeune dame poursuit un régime alimentaire à base de liquide et peut désormais se tenir assise ou même se déplacer en fauteuil roulant. Le 5 mai 1992, une tribune du stade Armand Césaris en Corse s'effondrait avant le coup d'envoi de la demi-finale de la Coupe de France entre Bastia et Marseille. La partie arrière de la tribune est construite à partir de tuburlures métalliques de qualité inférieure. Bilan 18 morts et plus de 2300 blessés. Mai 1992, l'effondrement d'une tribune du stade Armand Césaris, la catastrophe de Furiani fait 18 morts et plus de 2000 blessés lors de la finale de la Coupe de France de football 91-92 opposant le Sporting Club Bastia à l'Olympique de Marseille. Elle cause la mort de 18 personnes et blesse 2357 spectateurs. Le match entre le Sporting Club de Bastia et l'Olympique de Marseille est prévu à 20h30. Dès 19h, plusieurs responsables de la sécurité sont inquiets du comportement de la tribune reposant sur des cales en bois et des parpaings non scellés et qui commencent à bouger. Des employés de Sud Tribune s'affairent à revisser les boulons et écrous, mais en vain. La partie arrière de la tribune est construite à partir de tubes métalliques de qualité inférieure, formant une série de rectangles non reliés entre eux par des diagonales de renfort. Il est 20h20. Alors que les journalistes prennent l'antenne pour la retransmission télévisée, la partie haute de la tribune nord s'effondre. Les spectateurs qui étaient assis en haut font une chute de 15 mètres. Muni d'une caméra amateur, un spectateur filme la catastrophe, malgré lui. Très vite, les spectateurs envahissent la pelouse afin de fuir la tribune. Les secours se mettent en place. Les 2 unités du SAMU prévues pour le match prennent en charge les premiers blessés, mais ils sont vite débordés. À 21h, l'ordre d'évacuation des spectateurs du stade est donné afin de faciliter le travail des secours. Le bilan total des victimes est de 18 morts et 2357 blessés. Parmi les 36 journalistes présents, en haut de la tribune, Michel Vivarelli et Jean-Pierre Guissi-Dely, tous deux de France Bleu RCFM, Jean-Baptiste Dumas de RTL et Michel Mautier de France Inter, trouveront la mort. À la suite de la catastrophe, le ministère de la Jeunesse et des Sports a modifié les règles pour l'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations ouvertes au public. Une loi régit désormais en France les équipements en plein air de plus de 3000 spectateurs ainsi que les équipements couverts de plus de 500 spectateurs. Une pétition a été mise en ligne en novembre 2011 afin que le 5 mai devienne
une journée sans football. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.